Bonsoir à tous et bienvenue dans ce redéballage du pack Perdu dans le temps et l'espace, le dernier pack de la campagne L'héritage de Dunwich. Et normalement, prochainement, comme la traduction française des cartes des packs, le nom secret et le salaire du péché ont été... les traductions ont été soumises au webmaster. Normalement, mes deux prochaines vidéos seront donc les déballages de ces packs. Voilà, alors... On va commencer par les cartes de la classe gardien. Le coup vicieux de niveau 2, c'est une compétence, 2 icônes de force. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât, plus de dégâts à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Bon, j'avais déjà parlé de cette carte. Bon, ça coûte 2 points d'expérience, c'est pas énorme, ça vous donne plus 1 en force, ce qui est intéressant. Donc vous avez plus de chances d'infliger plus 1 dégât. Et vu la composition du sac du chaos de façon générale, plus 1 en force, c'est quand même un bonus appréciable. Passer par exemple de plus 1 par rapport à la difficulté à plus 2 par rapport à la difficulté, ça change fortement le pourcentage de réussite. Donc c'est bien, et vous avez la possibilité de faire plus 2 dégâts à la place si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus. C'est-à-dire si votre valeur de compétence avant addition de cette carte compétence-là était suffisante pour réussir. Et plus de dégâts grâce à cette compétence-là, ça s'ajoute aux dégâts de l'attaque, aux dégâts additionnels que vous fournit votre arme normalement. Du coup, une attaque à 4 dégâts, vous donnez ça à un gardien dont le rôle principal est de combattre, 4 dégâts en une attaque, si elle est réussie bien sûr. Enfin, si elle est réussie avec une différence de 2 ou plus, c'est quand même... ça fait quand même une attaque puissante. Bon. Bref, très bonne carte, on va pas tourner autour du pot plus longtemps, c'est une très bonne carte. C'est pas forcément la première carte que je mets quand j'améliore un deck de gardien combattant, mais c'est très efficace quand on se retrouve à avoir à combattre des ennemis avec quelque chose comme, je sais pas moi, 5 points de vie par investigateur, où il faut vraiment passer tout un tour, voire plusieurs tours, à ne faire qu'attaquer l'ennemi. Tueur de monstres, c'est un événement, niveau 5, qui coûte 1, un icône de force, un icône libre. Esprit, bon par contre il peut pas être pris par Calvin parce qu'il est de niveau 5. Combattre, si cette attaque est réussie contre un ennemi non élite, cet ennemi est vaincu. Ouais, je suis pas convaincu des masses. C'est un combat, vous avez aucun bonus pour ce combat-là. Si vous attaquez avec votre machette vous donne plus 1. Si vous attaquez avec un fusil éclair, vous avez, je sais plus si c'est plus 3 ou plus 5, je crois que c'est plus 5, etc. Là, c'est vous combattez avec votre compétence de base, plus les bonus passifs. Si vous voulez être sûr de réussir votre attaque, il va falloir la booster. Et il faut réussir contre un ennemi non élite pour le vaincre en une attaque. Mais s'il est non élite, très probablement, il n'est pas si fort que ça. S'il est non élite, ok, il a peut-être 4 points de vie, peut-être 5 points de vie, mais... Enfin, c'est une carte qui coûte, bon ok elle coûte qu'une ressource mais elle coûte 5 points d'expérience et vous faites quand même le test du combat. Donc il y a toujours la possibilité de piocher l'échec automatique. Je suis pas convaincu, j'ai jamais utilisé. Bon, faut dire que de façon générale, les cartes qui coûtent beaucoup d'expérience, je suis pas assez bon ou alors j'ai pas assez de mystique et de paires de creuser trop profondément pour dépenser énormément d'expérience pour une seule carte. Chez les gardiens, il y a déjà S'en tenir au plan qui coûte 6 points d'expérience et qui s'avère très pratique pour avoir la bonne carte au bon moment. Donc, tueur de monstres, je suis pas convaincu, je l'ai encore jamais utilisé. Ah bah tiens, justement, le fusil à éclair. C'est un soutien de niveau 5 qui coûte 6, qui occupe les deux mains. Un objet, arme à feu. Utilisation 3 munitions, action, dépenser munitions, combattre. Vous gagnez plus 5 en force pour cette attaque inflige plus 2 dégâts. Alors, bon, c'est on va dire un gros calibre, ça occupe les deux mains. Ce qui veut dire que très probablement vous aurez besoin d'une bandoulière pour avoir par exemple la machette à côté de ça si vous jouez en duo. Si vous jouez en solo, bon, je suis pas convaincu que vous ayez besoin d'une aussi grosse arme, mais soit. Dans ce cas, il vous fera peut-être la bandoulière niveau 2 pour avoir machette, lampe torche et fusil à éclair, mais par contre, c'est plus 5 en force pour l'attaque, c'est énorme. C'est énorme. Si vous essayez de vous mettre, mettons, vous dites j'ai peu de munitions, je veux pas me rater, j'essaie de me mettre à 3 au-dessus de la difficulté, c'est 3 sur les 5 que vous donne le fusil à éclair.
donc ça vous permet quand même d'attaquer des monstres qui ont une valeur de combat énorme. Ou alors vous dites, bon, je veux vraiment assurer le coup, je me mets à difficulté avant bonus du fusil éclair. Mais sauf échec automatique, normalement vous réussissez votre coup. Plus de dégâts, donc 3 dégâts avec l'arme. Si vous utilisez ça, c'est sûrement contre un ennemi puissant, donc vous avez peut-être veillé à garder en main le coup vicieux, voire le coup vicieux de niveau 2. Si vous arrivez à combiner fusil éclair et coup vicieux de niveau 2, vous donnez plus 7 en force. Si vous réussissez avec une différence de 0 ou 1, vous infligez 4 dégâts. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous infligez 5 dégâts. Donc oui, si vous passez tout votre tour à tirer au fusil éclair, je pense que vous pouvez tuer à peu près n'importe quel monstre. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de munitions, du coup, faut envisager toutes les cartes qui donnent des bonus, enfin qui donnent des munitions supplémentaires. Contrebande, mais bon, contrebande, ça serait cher que pour 3 munitions. Ou alors munitions supplémentaires, ou encore munitions personnalisées. Voilà, vous tirez sur un monstre, passez 1 de base, plus 2 du fusil à éclair, plus 1 des munitions personnalisées, voilà, 4 dégâts par tir, c'est énorme, ou encore l'aventurier, voilà. Encore une fois, ça c'est une arme que j'ai jamais eu besoin d'utiliser. Enfin, je l'ai encore jamais incluse dans un deck, j'ai toujours fait 100. Je pense qu'en duo, enfin je pense que quand même, mettons on arrive à la fin d'un scénario, en fin de campagne, il y a l'ennemi final, on fait... le gardien fait ses 3 actions pour tirer avec le fusil à éclair. L'autre investigateur va peut-être essayer d'échapper à l'ennemi, ou de faire quelques dégâts un par un, ou alors de jouer des cartes de soutien pour permettre au gardien de survivre à la phase des ennemis. Et tour suivant, le gardien attaque. Alors je sais pas ce coup-ci s'il attaque à la machette, ou s'il a pu recharger son fusil éclair entre temps. Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Bon bref, toujours est-il, très bonne arme sur le papier, mais je l'ai encore jamais incluse. Bon maintenant j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je parlais du fait que moi toutes ces armes de tir très puissantes qui prennent 2 mains, je pense que je les mettrai plus dans des cas de partie à 3 ou 4 joueurs, donc je vais pas en détailler plus. Carte chercheur, le docteur William T. Melson. C'est un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'allié, allié miscatonique, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, réaction. Quand vous piochez une carte rencontre, inclinez le docteur William T. Melson et placez un de vos indices sur votre lieu, annulez la pioche de cette carte et mélangez-la dans le deck rencontre. Ensuite, piochez une nouvelle carte du dessus du deck rencontre. Alors, il coûte qu'un, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, ça c'est déjà sympathique. Et quand vous piochez une carte rencontre, si vous rendez un indice sur le lieu, vous annulez vous remélangez cette carte dans le deck de rencontre, vous en piochez une autre. Bon, l'effet est sympathique, évidemment vous finissez quand même par piocher une carte rencontre, qui sera peut-être encore pire, ça on peut pas le savoir à l'avance. Mais une fois de temps en temps, remettre un indice sur un lieu pour éviter une carte qui à ce moment-là pourrait être catastrophique. Ça peut être une carte, ça peut être un ennemi, ça peut être une traîtrise, je trouve l'effet intéressant. Alors ça peut servir pour des chercheurs qui font des enquêtes très facilement. Ils se séparent d'un indice, mais comme première action, ils vont reprendre leur indice. Ça peut être amusant avec Roland Banks. Moi j'ai déjà dit qu'avec Roland Banks, des fois je sème des indices pour que son pistolet lui donne plus 3 en force. En plus, quand l'ennemi est vaincu, il récupère un indice dans le lieu. Il y a aussi certains scénarios, vous avez beaucoup d'indices à disposition. Vous avez beaucoup d'indices à disposition, plus que nécessaire. Et il y a certains lieux qui ne vous donnent pas de points de victoire. Donc vous allez enquêter, vous allez essayer de récupérer tous les indices des lieux qui vous donnent des points de victoire. Et si vous êtes dans un lieu qui vous donne aucun point de victoire, éventuellement vous pouvez accepter de poser un indice. Vous en avez déjà assez pour avancer dans l'acte, ou éventuellement l'acte ne nécessite pas d'indice, donc vous pouvez vous séparer d'un indice. Comme toujours, chaque fois qu'on parle des alliés, les alliés, il y a toujours des concurrences. Chez les chercheurs, il y a le docteur Milan Christopher, éventuellement il y a Charles Ross, il y a toujours les soutiens d'histoire, les alliés qu'on gagne à la fin de certains scénarios. Donc le concept est intéressant, mais je l'utilise, je l'ai jamais utilisé. L'idée est sympathique, mais c'est
c'est en concurrence avec trop d'autres choses. Éventuellement, si un jour il y a un chercheur qui a beaucoup d'alliés, un équivalent chez les chercheurs de Leo Anderson, ok, pourquoi pas. Carte suivante, décrypter la réalité. C'est un événement de niveau 5 qui coûte 4. 2 icônes d'intelligence et un icône de volonté, ça c'est très bien. Perspicacité, donc perspicacité, c'est rejouable avec mémoire eidétique, ça entre dans le deck d'intuition de Joe Diamond. Enquêter, la difficulté de ce test est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvre un indice de chaque lieu révélé en jeu. Alors, petite précision que j'ai réalisée récemment, je crois que c'était sur Board Game Geek, quelqu'un en parlait. Il y a 2 choses séparées. Donc, vous faites une enquête normale, qui vous rapporte un indice si vous la réussissez, mais qui a une difficulté égale à la valeur occulte la plus élevée de tous les lieux révélés en jeu. Donc une enquête normale, sauf pour la valeur occulte, qui n'est pas forcément la valeur occulte du lieu dans lequel vous vous trouvez. Et ensuite, si vous avez réussi cette enquête, qui vous a rapporté un indice, s'il y avait un indice dans le lieu, vous découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Donc en partant du principe que dans votre lieu, il y a 2 indices, dans un premier temps, grâce à votre enquête, vous trouvez un indice, et dans un deuxième temps, vous prenez un indice dans chaque lieu révélé, donc notamment un deuxième indice dans votre lieu. Alors, c'est très situationnel, parce qu'évidemment, plus il y a de lieux révélés avec encore des indices dessus, plus la carte est intéressante. Si vous êtes dans une logique, j'entre dans un lieu, je le vide de ces indices, j'entre dans un lieu, je le vide de ces indices, etc., cette carte-là sera très peu intéressante. Si vous êtes dans un grand groupe de 4, avec 2 enquêteurs, avec 2 combattants, et que vous dites, bon, on se sépare en 2 voire 3 groupes, là, pour le coup, le combattant entre dans un premier lieu, valeur occulte élevée, il ne pourra pas enquêter, il va dans un autre lieu, pareil, valeur occulte élevée, il va dans un troisième lieu, valeur occulte faible, il restera là pour enquêter, pareil pour le deuxième combattant, et puis il y a un chercheur qui va dans la première salle à valeur occulte élevée, un deuxième chercheur qui va, enquêteur en tout cas, qui va dans la deuxième salle avec valeur occulte élevée, décrypter la réalité, et ça vous fait donc, si on considère qu'il y a 4 lieux révélés, ça peut vous faire 5 indices en un seul test. Alors évidemment, il faut réussir le test, mais si vous avez pu consacrer 5 points d'expérience pour un seul événement, je suppose que vous avez études supérieures, ou éventuellement déduction de niveau 2. Très bonne carte. Alors aussi, dans certains scénarios, ça peut s'avérer beaucoup plus intéressant si vous avez des mécaniques de scénario du genre il y a des indices qui sont ajoutés et vous ne pouvez avancer que s'il n'y a plus aucun indice. Et là, trouver tous les indices sans avoir à aller dans les lieux, ça va être intéressant. S'il y a des mécaniques du genre les indices se transforment en fatalité, récupérer tous les indices rapidement d'un coup, pareil, ça vous évitera que l'intrigue avance trop vite. Enfin bref, c'est une bonne carte si vous arrivez à la jouer dans le bon contexte. Ça coûte quand même 4 ressources, c'est beaucoup 4 ressources. Si vous la jouez dans le deck intuition de Joe Diamond, ça sera que 2. Mais dans le deck intuition de Joe Diamond, vous ne pourrez pas choisir le meilleur moment de la partie pour le jouer. Ou alors quand vous voyez ça arriver sur votre... quand vous voyez cette carte révélée sur votre deck intuition, vous dites première action, j'entre dans un nouveau lieu. Deuxième action, j'entre dans un nouveau lieu. Troisième action, je la joue pour augmenter le nombre d'indices disponibles juste avant de jouer la carte. Ok. Mais voilà, sur le papier, c'est une très bonne carte. Je pense que je l'intégrerai notamment dans un deck, j'en ai parlé pareil dans plusieurs vidéos, dans un deck Minty-Fan avec l'idée de faire enquêter Minty-Fan depuis un lieu où elle est à l'abri sans se déplacer. Donc j'ai Minty-Fan comme enquêtrice et mettons Zoé Samaras comme combattante. Zoé elle se balade avec une machette dans une main, une torche dans l'autre. Quand elle entre dans des lieux avec valeur occulte de 1 ou 2, elle enquête, soit avec sa compétence de base, soit en utilisant la lampe torche. Et puis, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui. Et puis Minty-Fan, elle est protégée derrière sa barricade. Elle va utiliser chercher des réponses pour enquêter dans des lieux
enfin pour enquêter dans un lieu, et puis à un moment donné, s'il y a plein de lieux révélés, et ben elle joue décrypter la réalité pour récupérer plein d'indices d'un coup. Puis ensuite, idéalement, elle joue mémoire eidétique dessus pour en avoir l'effet une deuxième fois. Bref, très bonne carte. Je l'ai encore jamais testé, mais j'aimerais bien le faire très prochainement. Les cartes truands. Alors, la sulfateuse, c'est un soutien de niveau 4 qui coûte 5, qui occupe 2 emplacements de main. C'est un objet, une arme à feu, illicite, utilisation 4 munitions, dépenser une munition combattre. Vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre d'actions supplémentaires quand vous effectuez cette attaque. Vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque pour chaque action dépensée. En incluant le coût d'action de cette capacité, cette attaque inflige plus de dégâts. Alors c'est une très bonne arme pour les truands. 4 munitions. Alors en truand, vous avez sûrement Léo Deluca. Donc vous avez sûrement la possibilité de tirer 4 fois dans votre tour, si vous le souhaitez. Quand vous combattez, vous avez plus 2 en force de base. L'attaque inflige plus de dégâts. Alors ça, c'est pas le genre d'arme que je verrai dans un truand qui n'est pas un combattant principal. Donc à mon avis, si vous mettez sulfateuse dans votre deck, votre truand, il est fait pour le combat, donc plus d'en force, ça va s'ajouter à d'autres choses. Alors j'ai pas le nom de toutes les cartes en tête, mais vous allez avoir sûrement un talent en jeu qui peut vous permettre de booster de votre force. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des coups vicieux en main, ou des maîtrises, voire même des attaques inconsidérées. Enfin bref, de quoi bien booster votre force. Donc une bonne chance de toucher. Votre attaque, si elle est réussie, elle inflige plus de dégâts. Et en plus de ça, au lieu d'effectuer 4 attaques, de faire une action combattre, puis une deuxième action combattre, etc., vous dites je fais une action combattre, je dépense une deuxième action et au lieu d'avoir plus d' en force pour mon attaque, j'ai plus 4 en force. Donc vous faites moins de tirs, mais chaque tir a plus de chances de toucher. C'est très bien. En plus de ça, quand vous utilisez plus d'une action pour combattre, c'est seulement des actions supplémentaires que vous dépensez. Vous ne dépensez pas plus de munitions. Donc si vous avez un ennemi particulièrement coriace, vous dites je dépense 2 actions, je combats à force plus 4, puis je dépense 2 actions, je combats à force plus 4. Éventuellement vous acceptez que l'ennemi vous attaque pendant la phase d'ennemi. Ou alors avec Finn Edwards, vous utilisez votre action gratuite pour une évasion. Et puis le tour suivant, vous avez toujours 2 munitions, parce que vous n'avez fait que 2 attaques, même si ces 2 attaques-là vous auront coûté 4 actions. Et bien évidemment, avec la sulfateuse, il y a une carte qui est très bien, c'est le tour de passe-passe. Alors le tour de passe-passe, c'est un événement, alors ça c'est dans la boîte La Route de Carcosa. Alors le tour de passe-passe, c'est un événement qui coûte 1, c'est une ruse, c'est rapide, qu'on peut jouer uniquement lors de son tour. On met en jeu un soutien objet de la main à la fin du tour, si le soutien est toujours en jeu, on le renvoie dans la main. C'est-à-dire qu'au lieu de payer les 5 de la sulfateuse, bon, c'est pas non plus un coût inaccessible aux truands, mais vous payez 1, vous ne dépensez pas d'action, vous posez la sulfateuse, vous faites 4 attaques à plus d' en force, ou par exemple 2 attaques à plus 4 en force. Fin du tour, la sulfateuse est toujours en jeu, et vous la renvoyez dans votre main. Et vous pouvez ensuite la rejouer, et elle a de nouveau 4 munitions. Donc la sulfateuse, si vous avez un truand qui doit combattre, c'est une très bonne arme. La montre goussée en or, c'est un soutien de niveau 4, mais exceptionnel, c'est-à-dire qui coûte 8 points d'expérience, c'est énorme. Voilà, donc ça coûte 2 ressources, ça occupe l'emplacement de reliques, l'emplacement d'accessoires, c'est un objet, relique. Action rapide, quand une phase débute, retirez de la partie la montre goussée en or, sautez cette phase. Action rapide, après la fin d'une phase, retirez de la partie la montre goussée en or, répétez cette phase. L'effet est extrêmement puissant. Parce que concrètement, il y a une phase qui vous gêne, vous la sautez. Il y a une phase qui vous importe beaucoup, vous la répétez. Par exemple, je reviens sur la sulfateuse. Si vous avez la montre goussée en or, vous utilisez votre sulfateuse. Première attaque avec 2 actions. Donc, une attaque à plus 4 en force et plus de dégâts. Puis vous faites la même chose. Vous devriez terminer votre tour et terminer la phase d'investigation. Vous dites, je retire de la partie la montre goussée en or.
je refais la phase d'investigation et vous pouvez faire de nouveau vos 2 attaques de sulfateuse à force plus 4. Et si vous jouez en duo avec un autre investigateur, l'autre investigateur refait un tour aussi. Donc voilà, grâce à la montre goussée en or, vous avez pu faire 4 attaques à la sulfateuse à force plus 4, à dégâts plus 2, avant que l'ennemi ne puisse vous attaquer. C'est très bien. Bon, à côté de ça, ça coûte 8 points d'expérience, c'est énorme. C'est exceptionnel, du coup, vous n'en avez qu'un exemplaire dans le deck, donc il faut le piocher. Alors, vous pouvez le mettre dans un deck, comme toutes les reliques, vous pouvez mettre ça dans un deck. J'ai oublié son nom, la chercheuse de la boîte, la civilisation oubliée. Bon, ça c'est encore une fois une carte qui est très bien, mais le coût est énorme. Pour 8 points d'expérience, vous pouvez mettre par exemple 2 séries gagnantes de niveau 4. Vous pouvez mettre 2 exemplaires de Lola Santiago, plus 2 exemplaires d'outils de crochetage, et il vous reste encore 4 points d'expérience pour un débrouillard et conserver un point d'expérience pour autre chose. Par exemple, si votre truand doit être un enquêteur. Donc moi, 8 points d'expérience pour une seule carte, moi je trouve ça énorme. J'ai entendu dire du bien de cette carte-là, mais je ne l'ai jamais jouée et je ne pense pas la jouer de sitôt. Ah oui, voilà, donc l'investigatrice à laquelle je pensais, c'est Ursula Downs. Alors, carte mystique, flétrissement de niveau 5. Un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, qui coûte 3, un sort avec 4 charges, dépensez une charge combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus 3 en volonté et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Si un symbole spécial négatif est révélé lors de cette attaque, subissez 2 horreurs. Alors par rapport au niveau 3, vous avez plus 1 en volonté, vous avez plus 1 dégât, et si vous piochez le mauvais symbole, vous prenez 2 horreurs au lieu d'une. Donc cette carte, le flétrissement c'est le grand classique du combat pour les mystiques. Vous avez 4 charges. Volonté plus 3, la volonté c'est quand même facile à booster chez les mystiques. Les mystiques ont 4 ou 5 de base, assez probablement un accessoire qui leur donne plus 1, le Saint-Rosaire ou la clé de Saint-Hubert ou le signe des anciens cristallins. Donc on passe sur du 5-6 de volonté. Le flétrissement vous donne plus 3, donc on est sur du 8-9. Et puis vous avez toujours la possibilité de jouer une compétence ou d'attribuer une carte pour passer à 9-10. Donc oui, contre les monstres de fin de scénario dans les scénarios de fin de campagne, ça va être très utile. Vous faites les dégâts 3 par 3 si vous réussissez. Si vous ratez 2 horreurs, normalement les mystiques ils tiennent bien les horreurs. Si vous avez la clé de Saint-Hubert, c'est les 2 dernières horreurs. Vous défaussez la clé de Saint-Hubert, vous retirez les 2 horreurs. En plus de ça, il y a toujours la possibilité d'inclure 2 copies de recherche ésotérique dans votre deck. Donc recherche ésotérique, ça réduit de 1 point d'expérience le coût pour améliorer un sort de votre deck. Mais quand vous l'achetez, vous prenez un traumatisme mental, vous en achetez 2 copies. Passer du flétrissement de niveau 0 au flétrissement de niveau 3, ça vous coûte plus qu'1 point d'expérience. Du flétrissement de niveau 3 au niveau 5, ça vous coûte, premier exemplaire, ça vous coûte 0. Donc si vous avez un mystique qui doit être puissant en combat, premier scénario, vous dépensez 1 point d'expérience pour placer du flétrissement niveau 0 au flétrissement niveau 3. Deuxième scénario, vous dépensez de la même façon 2 points d'expérience pour passer du flétrissement de niveau 0 au flétrissement de niveau 3. Troisième scénario, vous en passez un niveau 3 au niveau 5 gratuitement. Quatrième scénario, vous le faites pour le deuxième. Et vous commencez le 5e scénario avec vos 2 flétrissements de niveau 5, ce qui devrait être quand même très puissant. Et ensuite, vous avez les scénarios restants pour vous doter de meilleures compétences, pour vous doter de meilleurs talents. C'est une carte géniale, peut-être un petit peu overkill comme on dit, contre beaucoup d'ennemis, parce que plus 3 en volonté, ça veut dire, je pense que quand même, tous vos tests vous les faites avec minimum 8. Si votre ennemi n'a que 4 en combat, 8 c'est un peu excessif. Mais en tout cas, contre les élites de chaque scénario, ça va être extrêmement puissant et bienvenu.
Bon, comme tous les autres niveaux de flétrissement, il faudra bien sûr surveiller le nombre de charges restantes. Alors le sort de protection de niveau 5, c'est un événement qui coûte une ressource, c'est un sort esprit, une icône de volonté, une icône libre, rapide à jouer quand vous piochez une carte rencontre non faiblesse, annulez tous les effets de cette carte, ensuite subissez une horreur. Bon bah c'est génial, hein. Vous annulez la carte, et puis bon, une horreur c'est pas cher payé. Par contre c'est uniquement quand vous la piochez. Intéressant ça, si on contre une carte ennemie avec cette carte, la carte ennemie est défaussée. Donc on évite les vengeances X. Bon, on se prive aussi des victoires X. Mais si un ennemi particulièrement pénible, ça peut être très pratique pour s'en débarrasser. Carte suivante, Akina de niveau 3. La version de niveau 1 était dans la boîte de base, oui ça. Donc Akina de niveau 3, c'est un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, qui a le trait allié, réaction. Quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Je trouve que c'est très bien. Elle a 4 points de santé mentale et 1 point de vie. Du coup, elle va pouvoir utiliser son effet 4 fois. Donc, à 4 reprises, vous allez infliger les dégâts d'un ennemi. Enfin, à 4 reprises, pas 4 reprises pendant le même tour, vu qu'il faut l'infliger, mais durant 4 phases des ennemis, ou éventuellement 4 phases d'investigation si c'est une attaque d'opportunité. Vous infligez les dégâts de l'ennemi à un ennemi dans votre lieu, éventuellement cet ennemi-là. Donc c'est un effet, on va dire, de tank. Je laisse un ennemi m'attaquer. Alors il faut que j'encaisse ses horreurs, mais il y a certains ennemis qui n'infligent pas d'horreur. Et puis de toute façon, chez les survivants, vous allez avoir la carte Précieux Souvenir pour encaisser 2 horreurs. Vous avez Peter Sylvestre qui peut encaisser une horreur par tour et la soigner ensuite. Donc voilà, et vous évitez de vous prendre des dégâts, vous les infligez à un ennemi, celui qui attaque ou un autre. Moi je trouve ça très bien. Ça peut se combiner, moi je pense, notamment dans un deck William Yorick. Alors j'ai sous la main une liste de decks William Yorick que j'utiliserai pour écrire quelques articles. Oui, pour une fois écrit et pas audio, enfin vidéo. Eh bien, William Yorick, il peut avoir Akina pour donc cet aspect tank. Il peut avoir le couteau de survie. Je me prends une attaque, eh ben j'ai le droit à une attaque. Il peut avoir le chien de garde, il peut avoir, bon ça commence à faire beaucoup d'alliés, mais il peut aussi avoir Peter Sylvestre, il peut avoir le Précieux Souvenir, il peut avoir le manteau de cuir. Donc j'irai pas jusqu'à dire que vous pouvez le jouer en vous disant je ne tue aucun ennemi, enfin je ne fais aucune attaque pendant ma phase d'investigation parce que je vais utiliser tous mes effets de tank pour tuer les ennemis, j'irai pas jusque là, mais vous pouvez vous dire, eh ben, tant pis si au début de la phase des ennemis, il y a un ennemi dans mon lieu, c'est pas gênant, son attaque m'aidera à le tuer. Vous pouvez éventuellement aussi vous dire, bah, tiens là je vais laisser une attaque d'opportunité se produire. Parce que donc il va avoir tous ces effets de tank, en plus William Yorick a l'avantage, une fois qu'il aura vaincu l'ennemi, bah, il récupérera de sa défausse, enfin il jouera depuis sa défausse, le Précieux Souvenir ou le manteau de cuir. Si il obtient son signe des anciens, et ben il récupère Akina depuis la défausse, il la remet dans sa main, ou Peter Sylvestre, enfin voilà. Donc Akina c'est une carte sympathique dans ce rôle-là de tank. Sinon, bon, enfin, elle est quand même assez chère, elle entre en compétition avec Peter Sylvestre ou Madame Labranche. Donc je ne l'inclurai pas dans n'importe quel type de deck, mais dans un deck tank, elle est tout à fait à sa place. Essayez et réessayez. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui a 2 icônes de volonté, c'est un talent. Réaction après qu'un test a échoué. Si l'une de vos cartes compétences est attribuée à ce test, inclinez, essayez, réessayez, renvoyez cette carte compétence dans votre main. L'effet est sympathique parce que vous effectuez un test, vous attribuez une carte compétence, le test a échoué, vous inclinez, essayez, réessayez, donc bon, vous pourrez le faire qu'une fois par tour, mais vous récupérez votre compétence. Donc, alors ça change pas proprement dit vos chances de réussir le test, mais le fait de moins avoir peur de gâcher les cartes compétences va vous inciter plus fréquemment à les jouer. Et si vous jouez la carte compétence, vous avez de meilleures chances. Donc l'effet est assez sympathique. Et ça marche très bien avec Garder Courage. Garder Courage,
c'est une compétence qu'il y a dans le pack Le Cœur des Anciens. Ça ne vous ajoute aucun icône de compétence, on peut en attribuer qu'un exemplaire par test de compétence. On peut attribuer ça à n'importe quel type de test. Et en cas d'échec, on pioche 2 cartes et on gagne 2 ressources. Donc si vous cumulez les 2 cartes, vous voyez très bien que vous n'allez pas réussir un test. Mettons, c'est un lieu avec une valeur occulte de 6, vous avez que 2 d'intelligence. Vous faites le test, vous attribuez garde et courage, vous ratez le test, vous piochez 2 cartes, vous gagnez 2 ressources, vous inclinez, essayez et réessayez, vous remettez garde et courage dans votre main. Alors, donc cette carte-là est très bien. Par contre, alors, je vais commencer par montrer le niveau 1 qui est dans le pack par de la limite. Donc, c'est une variante de niveau 1. Il y a d'abord eu la version de niveau 3 qui est sortie, puis ensuite la version de niveau 1. Qu'est-ce qui change? Celle de niveau 1, elle a que 3 tentatives, 3 jetons. Et quand il n'y a plus de jetons tentatives, on la défausse. Sinon, c'est pareil. Donc, niveau 3, ça marche autant de fois qu'on veut. Niveau 1, ça marche 3 fois par partie. Et ben, voilà, c'est le truc avec la carte de niveau 3. L'effet est très pratique, d'autant plus à des niveaux de difficulté élevés. Mais une carte qui présente un intérêt quand on échoue, moi, je veux pas échouer à mes tests. Je veux les réussir. Alors, me dire à 3 reprises si j'échoue un test, au moins je perds pas ma carte compétence. Ok, c'est bien. Mais payer 2 expériences de plus pour me dire à chaque fois que j'échoue avec une limite d'1 fois par tour, ça marche, je préfère dépenser mon expérience pour des cartes qui me font échouer moins souvent. Donc la carte de niveau 1 est très bien, la carte de niveau 3 est moins intéressante. Moins intéressante dans le sens où on paie trop d'expérience pour a priori l'utiliser peu de fois. Alors comme toutes les cartes qui vous apportent quelque chose quand vous échouez, ça peut être envisagé dans un deck Calvin Wright, si vous partez du principe qu'au début du scénario, vous allez échouer. Sauf que ça coûte de l'expérience, donc vous ne pourrez pas le mettre au premier scénario. Du coup, vous devrez attendre le scénario 2 ou scénario 3, et pendant ce temps-là, vous serez peut-être pris des traumas physiques ou mentaux, qui fait que dès le départ, vous aurez quand même de meilleures chances de réussir. En plus de ça, c'est au début du scénario que Calvin y rate. Ensuite, normalement, vous l'avez bien boosté d'une façon ou d'une autre et il rate moins. Du coup, c'est-à-dire qu'il faudra que essayer et réessayer, vous l'ayez idéalement dans votre main de départ. Alors, Minty Fan, l'investigatrice de la classe chercheur qui est dans le pack La Route de Carcosa, elle peut inclure des cartes survivantes de niveau 0 à 2, donc notamment essayer et réessayer de niveau 1. Et si je résume, sa particularité, c'est qu'elle va jouer pas mal de cartes compétences parce qu'elle leur rajoute des icônes libres dessus. Donc essayer et réessayer de niveau 1, ça peut être très bien avec Minty Fan. Vous attribuez une compétence. Cette compétence-là devrait vous donner un bonus de plus 3, voire plus 4, voire plus 5. Mais vous ratez quand même votre test, par exemple parce que vous avez pioché l'échec automatique. C'est pas gênant, vous remontez la compétence dans votre main. Vous retirez une tentative d'essayer et réessayer. Mais vous pouvez rejouer la compétence à votre action suivante. Donc si je résume, essayer et réessayer de niveau 3, c'est bien, mais peut-être pas nécessaire. Niveau 1, c'est très bien, mais ça sera, je pense, réservé à des decks très spécifiques, soit parce que vous utilisez beaucoup de compétences, mettons un deck Minty Fan, soit parce que vous avez beaucoup d'effets de je rate, mais j'y gagne quand même. Voilà. Donc une bonne carte, mais très situationnelle, réservée... pas situationnelle, disons plutôt une bonne carte dans les bons decks. L'homme aux gants rouges, un soutien de niveau 5 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié conspirateur, 4 points de vie, 4 points de santé mentale, rapide, réaction après l'entrée en jeu de l'homme aux gants rouges. Choisissez 2 de vos compétences, tant que l'homme aux gants rouges est en jeu, augmentez à 6 la valeur de base de chacune des compétences choisies, forcez à la fin de la phase de mythe, défausser l'homme aux gants rouges. Alors il coûte que 2 ressources, 4 points de vie, 4 points de santé mentale, ça fait un bon tampon. Rapide, donc il ne vous coûte pas d'action à le poser. Quand vous le posez, vous augmentez la valeur de base de 2 compétences que vous choisissez,
la valeur de base que vous augmentez à 6. Donc, avec vos bonus passifs, avec les cartes compétences, avec les talents, peut-être que vous monterez à 8, 9, 10. Et il marche jusqu'à la fin de la phase du mythe suivante. Donc, c'est-à-dire que par exemple, dans un deck gardien, vous le posez en jeu, vous dites ma force de base c'est 6, ma volonté de base c'est 6. En jeu, vous avez un flic en patrouille, vous avez, mettons, vue perçante, vous payez 2 ressources pour vous donner plus 1 en force avec vue perçante, donc vous avez 6 de base, plus 1 du flic en patrouille, plus 1 de vue perçante, vous avez une force de 8. Vous attaquez votre ennemi à la machette, vous avez une force de 9. Et vous avez 3 actions pour combattre. Si vous n'avez pas réussi à vaincre votre ennemi, phase d'ennemi, l'homme au gant rouge, il peut encaisser jusqu'à 4 dégâts et 4 horreurs, ce qui est quand même énorme. S'il survit, phase du mythe suivant, vous avez toujours votre volonté à 6, au cas où vous piocheriez une carte très triste, très pénible. Voilà, fin de la phase du mythe, vous le défaussez. Alors je ne l'ai jamais joué, mais je pense que bien utilisé, il est très bon. Alors il y a le problème qu'il reste pas longtemps sur la table, donc pour ça il faudra utiliser par exemple une rencontre fortuite qui est dans le pack là où le destin attend, un événement qui coûte 1, on choisit un allié dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, on met en jeu le soutien sous son contrôle à la fin du round, s'il est toujours en jeu, on le défausse. Donc, dans un deck qui peut inclure une rencontre fortuite, mettons au tour N, je joue l'homme au gant rouge, je me donne, selon les circonstances, une valeur de combat de base de 6, ou une valeur d'intelligence, ou une valeur de volonté, ou d'agilité. Je fais mes actions, je bénéficie de mes compétences boostées pendant la phase du mythe. Fin de la phase du mythe, je défausse. Début de mon tour, première action, je joue une rencontre fortuite. Deuxième et troisième action, je bénéficie de mes bonus, puis je le défausse. Tour N+2, je refais la même chose. Et du coup, l'homme au gant rouge, il m'aura servi pour 7 actions sur 3 tours consécutifs. Enfin, 3 tours consécutifs ou pas. Alors évidemment, comme vous finissez par le défausser, l'homme au gant rouge, je pense pas que ça soit très utile d'utiliser une rencontre fortuite de niveau 2. Voilà, donc une petite remarque avec William Yorick. Vous pouvez le remettre dans la main. Voilà, donc c'est une très bonne carte. Elle restera pas longtemps en jeu, mais notamment dans la classe survivant, vous avez la possibilité... Enfin, vous avez des cartes survivants qui vont vous aider si vous jouez une rencontre fortuite, si vous jouez resourceful, je crois que c'est dégourdi en français, pour récupérer une rencontre fortuite, vous pourrez le jouer plus d'une fois. Et son coût est raisonnable. Donc très bonne carte, j'ai encore rarement eu l'occasion de l'utiliser. Voilà, c'était la dernière carte du pack. Donc, petit récapitulatif, coup vicieux de niveau 2, vous donnez plus 2 en force. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous infligez plus de dégâts à la place de plus 1. C'est génial et je pense quasi indispensable dans un deck gardien combat. Tueur de monstres, vous réussissez une attaque sur un ennemi non élite, il est vaincu. Je suis pas convaincu. C'est le problème du ennemi non élite et c'est le fait que vous avez une attaque que vous devez booster par ailleurs. Fusil éclair, c'est génial. Plus 5 en force, plus de dégâts, c'est la meilleure arme pour les ennemis de fin de campagne plutôt. Bon, s'occupe les deux mains, ça peut pas être votre seule arme. Ça a que 3 munitions, donc il faudra à côté de ça de quoi booster vos munitions. Mais bonne arme de fin de campagne en duo. Surtout si vous n'avez pas dans le groupe un investigateur qui peut faire des évasions pour incliner l'ennemi et vous donner plusieurs tours pour le combattre. William Temelson, vous remettez sur votre lieu un indice, vous annulez une carte rencontre mais vous la remplacez par une autre carte rencontre. L'effet est intéressant mais évidemment il faudra bien jouer sur le timing pour pas poser vos indices n'importe où et il faudra bien mesurer si la carte qu'on vient de piocher est vraiment si terrible que ça. Décrypter la réalité, 5 expériences et 4 ressources c'est énorme, mais c'est 2 indices dans votre lieu, si les indices sont présents bien sûr, et un indice dans chaque autre lieu révélé. Dans des grands groupes où chacun se disperse, ça sera extrêmement pratique, et une fois qu'on a ce genre de carte dans le deck, on a envie
d'y rajouter aussi mémoire et idétique. Sulfateuse, bon ben, une bonne arme de tir truand, vous faites les dégâts 3 par 3, vous donnez plus de force si vous dépensez une action pour attaquer, ou plus 4, ou plus 6, ou plus 8 éventuellement. Et vous avez tout intérêt à la jouer avec tour de passe-passe. Bon, comme c'est une carte illicite, je ne l'avais pas précisé plus tôt, si vous avez en jeu Receleur, eh ben, elle est maintenant rapide, ce qui vous donne une action de plus pour booster une de vos attaques. La monte-goussée en or, c'est génial. Vous évitez la phase qui vous pose problème ou vous répétez la phase dont vous avez besoin, mais c'est une carte à 8 points d'expérience, qui servira une seule fois par scénario. Flétrissement de niveau 5, bah, c'est l'arme du mystique contre les ennemis de fin de scénario et ou de fin de campagne. Bon, voilà, je sais pas que dire de plus, c'est génial. Sort protection niveau 5, vous piochez une carte rencontre, vous l'annulez. Enfin, rencontre non faiblesse, vous l'annulez, vous prenez une horreur. Alors, se prendre une horreur, c'est assez anecdotique. Annuler la carte, sans plus de débat, c'est génial. Akina de niveau 3, dans un deck tank, ça va être très bon, en combinaison avec par exemple le couteau de survie. Autrement, non, moi je l'oublie. Essayez récit de niveau 3, l'idée est intéressante, mais je pense que le niveau 1 suffit. Et enfin, l'homme au gant rouge, l'effet est génial, mais on va probablement vouloir inclure dans son deck des cartes qui jouent avec les alliés, qui les font revenir. Typiquement, une rencontre fortuite, et je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais il y a aussi demander un service. Voilà, vous avez mis l'homme au gant rouge, il vous a servi, il vous reste une action, vous jouez demander un service, vous renvoyez l'homme au gant rouge dans votre main, vous cherchez un allié parmi les 9 cartes du dessus du deck, vous le jouez avec un coût réduit de 2, vu que l'homme au gant rouge coûte 2, vous mélangez votre deck, voilà. Vous avez fini votre phase d'investigation, et l'homme au gant rouge est dans votre main et vous a servi pour 2 actions pendant ce tour-ci. Voilà, et donc c'était le pack qui concluait le cycle de Dunwich. Prochaine vidéo, je pense que je la tournerai ce week-end et elle sera en ligne, je sais pas, dimanche ou lundi. Normalement, ça sera le déballage du pack Le Nom Secret. Voilà, bonne soirée, à la prochaine, au revoir.